Alors bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors nous allons un tout petit peu expliquer comment un président américain est élu. Alors, il faut rappeler que les élections aux États-Unis sont tellement différentes des élections par exemple en France. En France, il s'agit du suffrage universel direct. C'est-à-dire les populations, lorsqu'elles se rendent dans les urnes, elles vont pour voter un candidat et c'est celui qui rafle la majorité des voix qui devient automatiquement président. Par contre, aux États-Unis, c'est complètement différent. C'est le suffrage universel indirect. Lorsque les Américains se rendent dans les urnes, les Américains ne vont pas directement voter soit Kamala, soit Donald Trump. Non. Les Américains, lorsqu'ils se rendent dans les urnes, ils vont voter les grands électeurs. Alors, quelqu'un va certainement me demander, mais c'est quoi ces grands électeurs encore? Les grands électeurs sont ceux-là qui sont dans l'ombre, qui sont méconnus du grand public, ceux-là qui sont censés choisir le président des États-Unis. Alors, lorsque vous voulez que votre candidat gagne, il faudrait que vous obteniez le plus grand nombre de grands électeurs, qu'on appelle Electoral College. Ils appartiennent à un collège. Ils sont au nombre de 538. Alors, si quelqu'un arrive déjà à atteindre 270, il a gagné. Parce que la moitié de 538, c'est 269. Mais celui qui arrive à avoir un électeur de plus, a déjà raflé. Une fois que tu atteins 270 grands électeurs, tu as déjà remporté la bataille. Tu as déjà remporté l'élection. Donc ce n'est pas le fait d'aller très nombreux dans les urnes. Ce n'est pas parce que vous avez eu le plus grand nombre de voix dans les urnes sur le plan national que vous allez sortir vainqueur lorsqu'on parle d'élection présidentielle américaine. Non. Il y a déjà eu des cas où le candidat qui a eu le plus grand nombre de voix sur le plan national finit par perdre l'élection parce que ce candidat a eu un très peu de grands électeurs. Alors, il faut rappeler également ici que chaque État est composé de grands électeurs et chaque État est attribué ces grands électeurs par rapport à sa population. Il y a des États qui ont un très grand nombre de personnes. Par exemple, il y a beaucoup où la population est dense. Par exemple, la Californie. Ces États ont beaucoup plus de grands électeurs. La Californie possède 55 grands électeurs. Donc, imaginez un candidat qui arrive déjà à remporter la Floride. Ça veut dire qu'il est déjà bien placé. Il a déjà 55 grands électeurs. Et il suffit qu'il atteigne 270. Imaginez, vous avez déjà encaissé 55. Il vous reste un peu. Il faut courir, ramasser encore dans d'autres États. Alors, il y a des États qui ont un très peu de grands électeurs. Par exemple, on va citer par exemple quel État? Le Nevada. Le Nevada a 5. Nous allons citer l'État du Vermont qui a 3. Donc, lorsque vous remportez au Vermont, c'est pas trop le poids en tant que tel. C'est vrai que les États comme, il y a des swing states, c'est-à-dire les États où on ne peut pas facilement déterminer qui va gagner entre les républicains et les démocrates. On ne peut pas facilement savoir. Mais il y a aussi des États acquis. Des États acquis comme, par exemple, la Californie. La Californie est un État acquis par les démocrates. C'est-à-dire, ça a été comme ça depuis des années. Les démocrates ont toujours gagné en Californie avec un grand écart. La Floride est un État républicain. C'est-à-dire, il est difficile qu'un démocrate vienne remporter ici en Floride. Ça, la plupart du temps, ce sont les démocrates qui remportent ici. Au Texas, pareil. Donc, il y a des États acquis par
chaque parti. Il y a aussi les États sensibles, les États où on ne peut vraiment pas dire qui va remporter. Parce que ce sont des États qui sont au milieu comme ça. En un rien de temps, un État peut basculer aux républicains et dans la prochaine élection, cet État peut devenir démocrate. Les États comme la Géorgie, la Caroline du Nord, c'est-à-dire des États où vous ne pouvez vraiment pas déterminer si vous allez remporter là-bas. Et c'est là-bas où chaque candidat met toute son énergie. C'est-à-dire, ils mettent toute leur énergie dans des États, dans des swing states, des États instables. Des États qui peuvent changer de visage à n'importe quel moment. Si à cette élection, ils sont républicains, demain, ils peuvent être démocrates. Donc, étant donné que chaque candidat sait très bien que là-bas, rien n'est acquis, il faut que j'aille maximiser pour au moins sortir de là vainqueur. Alors, comme je le disais au début, lorsque les Américains vont dans les urnes, ils vont voter les grands électeurs. Et il existe une loi qu'on appelle le winner takes all. C'est-à-dire celui qui arrive en tête dans un État rafle tous les grands électeurs de cet État. On va prendre l'exemple de la Floride qui est composée de 29 grands électeurs. Imaginez que Donald Trump en Floride arrive à avoir 15 grands électeurs. Alors, 29 divisé, 29 moins 15, il reste 14, donc il est arrivé en tête. Au lieu qu'on lui attribue les 15 électeurs que lui-même il a gagnés, on va lui attribuer le total des 29. C'est-à-dire, il va directement prendre ce que Kamala a eu. Parce que la loi dit, c'est le winner takes all. Celui qui vient en tête rafle tout. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à saisir. Ce n'est pas parce que moi, au départ, je pense que quand j'arrivais aussi ici, à peine, je ne comprenais pas bien la distribution des grands électeurs. Je ne comprenais pas pourquoi, lorsque quelqu'un arrive en tête, on lui donnait tout. Et pourtant, l'autre aussi a réussi à rafler un certain nombre de grands électeurs. Pourquoi on dit que quelqu'un est venu en tête, mais il prend les 29, ou bien il prend les 55. C'est à partir de là, c'est une loi qu'on appelle le winner takes all. Si vous arrivez en tête dans un État, en termes de grands électeurs, vous les prenez tous. Vous prenez même pour votre adversaire, on vous les attribue. Et vous raflez l'État. Donc, c'est celui qui arrive à atteindre 270 qui remporte l'élection présidentielle. Et ce que les Américains vont faire dans les urnes, c'est voter les grands électeurs. Les grands électeurs, je rappelle, ils sont méconnus du grand public. Nous ne les connaissons pas. Mais ce sont eux qui choisissent qui sera président des États-Unis. Donc c'est un peu complexe. Je ne vais même pas dire que c'est un peu, mais c'est tellement complexe. C'est une élection américaine. L'élection américaine fait partie des élections les plus complexes. C'est-à-dire, on vous explique, si vous dites que vous avez compris à la première explication, c'est qu'on vous a mal expliqué. Il faut qu'on vous réexplique pour que vous commenciez à comprendre étape par étape. Et ça a toujours été comme ça. Donc, ce n'est pas parce que vous avez eu le plus grand nombre de voix que vous serez déclaré président. Non. Il faut que ça soit en termes de grands électeurs. C'est arrivé, Donald Trump, quand Donald Trump a gagné Hillary Clinton en 2016, Hillary Clinton avait le plus grand nombre de voix sur le plan national. Mais Donald Trump était venu dépasser Hillary Clinton au niveau des grands électeurs. Donald Trump avait eu le plus grand nombre de grands électeurs, donc il était sorti président. C'est aussi arrivé avec Bush fils. Il n'avait pas le plus grand nombre de voix, mais il avait gagné l'élection à cause des grands électeurs. Donc, tout finit, disons même tout finit au niveau des grands électeurs. Il y a des États qui font souvent traîner les élections présidentielles. Ce sont les États comme la Géorgie, les États comme la Pennsylvanie, des swing states, des États instables, les États où tout le monde est obligé d'être connecté pour savoir ce qui va se passer là-bas.
Donc, restez connectés, vous ne serez pas déçus.